Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Alliance Sport-Études, le point de départ vers la réussite scolaire et sportive. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif, l'émission qui rend hommage au sport amateur de chez nous et qui met en vedette nos athlètes sur la scène provinciale, nationale et internationale. Comme nous sommes à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, nous vous avons concocté un spécial olympique. Allons ensemble sur la route de quelques athlètes qui seront à surveiller de l'autre côté de l'Atlantique. Nous parlerons ainsi de judo avec la médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo qui a été toute l'année numéro 1 au classement mondial, Catherine Beauchemin-Pinard. Nous suivrons le temps d'une journée l'incroyable athlète en natation artistique qui est l'actuelle championne du monde en solo, Jacqueline Simoneau. Et nous avons rencontré pour vous deux athlètes en boccia, Alison Levine et Yuliane Siobanou, qui participeront à leur troisième jeu et qui sont une incroyable source d'inspiration. Ce que j'aime dans le judo, c'est un sport de combat, je peux me défouler, je peux m'exprimer par le judo, c'est ma passion, là. Pour moi, ma vie, vraiment, c'est le boccia. J'ai pas beaucoup d'autres choses dans ma vie. J'ai vu que j'étais encore capable de faire le sport. J'avais encore un immense plaisir à le faire. J'aimais ça aider les autres athlètes, mais j'aimais encore ça performer. Les cheveux sont-ils corrects? Je m'appelle Alison. Je m'appelle Yuliane. Ah non, c'est pas. Bonjour, mon nom c'est Alison Levine. J'ai 33 ans, puis je suis paralympienne en boccia. Je m'appelle Juliane, j'ai 40 ans et ça fait déjà 8 ans depuis que je fais du boccia. Je m'appelle Jacqueline Simoneau et je fais de la natation artistique. Je m'appelle Catherine Beauchemin-Pinard, je fais du judo à temps plein comme athlète et je représente le Canada aux Jeux olympiques des prochains Jeux à Paris 2024. Mais moi, j'ai un handicap dégénératif. Puis quand j'étais jeune, on a pensé que j'étais normale, que j'ai pas eu un handicap. Puis quand j'étais jeune, j'étais toujours très actif, mais j'ai pas vraiment joué au sport. C'était juste quand j'ai commencé d'avoir une misère à marcher, environ 12 ans, que pour moi, le sport a devenu quelque chose d'important. J'ai voulu prendre contrôle de mon corps, prendre contrôle de ma vie. Et pour moi, c'était par le sport que j'ai fait ça. J'ai commencé en équitation comme une forme de physiothérapie. Mais c'était pendant ça que ils ont réalisé que j'ai eu comme un talent pour ça. Mais comme mon handicap est dégénératif, quand j'étais plus capable d'être sur le cheval en sécurité, j'ai cherché un autre sport. Puis j'ai trouvé le basketball en fauteuil roulant. Pour ça, j'ai joué pendant quelques années, jamais à un très haut niveau, mais je me suis amusée. Puis c'était aussi là où j'ai rencontré plus la communauté de parasport. C'était une communauté que je n'étais pas partie avant. J'ai pas eu des modèles des personnes handicapées. J'ai même pas su que tu peux être vraiment un athlète, que tu peux avoir une vie, que tu peux avoir des enfants, que tu peux travailler, aller à l'école. C'était pendant mes années de basket que vraiment j'ai réalisé que c'est une communauté que je veux être partie de ça. C'est pas une mauvaise chose d'avoir un handicap. Mais encore, avec la dégénération, j'ai changé mon sport pour le rugby au fauteuil roulant, ce qui reste mon sport préféré. J'ai eu le plus de succès au boccia, mais le rugby en fauteuil roulant, c'est vraiment quelque chose. C'est très fun.
Pour moi, quand j'ai découvert le boccia, c'était un nouveau monde. C'est complètement. J'ai jamais fait du sport dans ma vie. Je suis devenu athlète de haut niveau et papa en même temps. Il y a en 2014, quand ma fille est venue au monde, ma première fille. Donc aujourd'hui, je suis papa, je suis athlète de haut niveau. Mes débuts en natation artistique étaient un petit peu rough, disons. J'ai fait plusieurs sports quand je grandissais, dont le hockey, soccer, baseball, tous des sports assez puissants. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec la nage synchronisée et j'avais pas de corps typique pour ce sport-là. J'étais pas assez grande, qui était pas sous mon contrôle, mais j'étais pas assez flexible non plus pour pouvoir exceller dès les débuts dans ce sport-là. Donc, je suis arrivée derrière dans les plusieurs premières compétitions, mais à travers ça, j'ai parlé aux entraîneurs, j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour m'améliorer. Puis à travers ce temps-là, je me suis tellement bien entourée avec des entraîneurs formidables, mes parents qui étaient là à chaque étape. Et grâce à ça, j'ai pu m'aller jusqu'aux Olympiques avec ça. Après ça, le boccia m'a trouvé. Et je dis ça, le boccia m'a trouvé parce que je connais pas le boccia avant. C'était juste par hasard que c'était la fin de mon carrière de rugby que j'ai fait le bénévole pour un tournoi de rugby à Montréal. Puis Marco Di Paltro, qui est un autre BC4 au Canada, a venu voir s'il y a des personnes qui seraient comme éligibles pour jouer au boccia. Puis on s'est rencontrés, j'ai lancé quelques balles, puis tout de suite, ça a commencé à rouler. Puis voilà, 10 ans plus tard, je suis là. Le boccia m'a apporté beaucoup de choses. C'est tout un nouveau monde. Beaucoup d'amis, de nouveaux amis, de nouvelles expériences. Beaucoup de voyages aussi. J'ai connu beaucoup de différentes cultures, différentes personnes. J'ai découvert la vie des personnes à mobilité réduite de différents pays. C'était intéressant de découvrir la réalité des autres. Donc, j'ai percé encore plus le monde des personnes à mobilité réduite grâce au boccia. Une autre chose différente de le boccia, c'est comme on a deux compétitions. On commence avec les jeux individuels. Alors, moi contre un autre femme BC4. Puis après que la compétition finit, on commence encore avec le double. Alors moi puis Juliane, on est le double BC4 pour le Canada. Puis on va se jouer ensemble contre des autres pays. Juliane puis moi, ça fait un bon 4-5 ans qu'on se joue ensemble le plus souvent. Puis chaque année, on s'améliore. Puis chaque année, le chimie entre nous deux améliore aussi. Il y a maintenant des autres pays, quand ils voient qu'ils ont Canada dans leur pool, ils sont pas très contents. C'est une excellente partenaire de performance. Elle est très assidue, elle travaille fort, elle aime ce qu'elle fait, elle le fait avec passion. Donc, tu peux pas demander de plus. Un athlète qui aime ce qu'il fait, là, tu partages le plaisir de jouer au boccia. En fait, quand j'étais jeune, j'étais la moins sportive de ma famille. Mon frère faisait du taekwondo, ma soeur faisait du soccer. J'étais aussi la plus jeune, donc il me battait un peu à tous les sports. Et je cherchais un sport, en fait, pour m'identifier, pour vraiment faire de quoi dans la vie. Puis mes parents voulaient absolument qu'on fasse un sport quand on était jeune pour être en santé, bouger, dépenser notre énergie. Puis j'étais une fille avec plein d'énergie, un peu tannante. Et finalement, en faisant une lecture sur Nicolas Gill au primaire, il disait qu'il y avait eu la piqûre pour le judo. Donc, j'ai dit à mes parents que je voulais avoir la piqûre pour le judo et ils m'ont inscrit au judo. Une journée typique pour moi, ça commence à 5h30 le matin. L'entraînement, c'est toujours avec un accompagnateur. C'est 3-4 heures par jour. Puis le soir, je reviens à la maison, puis mon copain, généralement, il a déjà préparé le souper. En fait, je suis pas une lève-tôt, mais je me lève à l'entour de 8 heures. Et après ça, j'essaie d'aller en entraînement. Là, j'habite un peu plus loin, à l'extérieur de Montréal. Donc, j'essaie d'aller en entraînement à l'entour de 10 heures. Après ça, je fais souvent de la muscu le matin, sinon un cardio. Tout ce qui est un peu conditionnement physique, je le fais le matin. Sinon, l'après-midi, après ça, j'ai de l'école encore. J'ai fait un diplôme d'études supérieures en fiscalité. Donc là, en ce moment, j'ai juste un cours cette session-ci parce qu'on est en préparation pour les Jeux olympiques. Et cet été, bien bien sûr, je vais prendre pas de cours pour être à 100 dans ma préparation. Finalement, le soir, tous les soirs, on fait entraînement de judo, combat. Puis le soir, je reviens à la maison, puis mon copain, généralement, il a déjà préparé le souper.
Catherine, c'est une athlète exceptionnelle. Cette fille-là, elle est capable de s'entraîner à un haut volume depuis des années et toujours dans la bonne humeur. Moi, je trouve que c'est ce qui caractérise beaucoup Catherine, cette énergie et cette bonne humeur-là contagieuse. Elle s'entraîne avec plaisir, elle fait ce qu'elle fait dans la vie avec plaisir. Puis elle est très généreuse également, avec tous les succès qu'elle a eus et qu'elle continue d'avoir. Elle est très accessible avec les jeunes. Elle visite plusieurs clubs, autant au Québec qu'aussi dans d'autres provinces. On va se le dire, là, le judo, on est très heureux d'avoir une ambassadrice de sa trempe à Catherine Beauchemin-Pinard. Pour moi, ma vie, vraiment, c'est le boccia. J'ai pas beaucoup d'autres choses dans ma vie parce que avec mon handicap, ça vient avec beaucoup de fatigue. Fatigue physique, fatigue mentale. Et pour moi, j'aime tellement le boccia, puis je suis tellement impliquée dans le boccia. J'ai fait le choix de pas pousser dans les autres aspects de ma vie. C'est pas un sacrifice parce que j'aime tellement ce que je fais, mais c'est certain que ça limite ce que je peux faire les fins de semaine. Pour moi, c'est le repos. Après un entraînement, j'arrive chez moi, puis c'est le repos. Je vais prendre des siestes. Le boccia, c'est pas juste entraîner sur le terrain. Il faut s'entraîner entre les deux oreilles. Visualisation, respiration, toutes ces choses-là, quand je suis pas ici à l'entraînement, je fasse à la maison. J'utilise aussi un vélo à main stationnaire à la maison pour me garder en forme un peu. C'est un autre genre d'entraînement que je peux faire quand je suis pas là. Je vais vous parler d'Alison. Je l'ai connue très jeune. Elle faisait d'autres sports. Pour moi, Alison, c'est la détermination, mais c'est aussi quelqu'un qui a une résilience, qui a passé, comme d'autres athlètes qu'on connaît, à différentes disciplines pour se rendre au boccia en se disant, bien, il me reste le boccia, mais il me reste le boccia. Une journée typique pour moi, ça commence à 5h30 le matin, où je me lève, mon copain est encore dans le lit, il dort jusqu'à 8h pour lui, mais je commence avec mon déjeuner, j'aime ça manger un protéine le matin, fait que soit un souper qui est encore dans le frigo, fait qu'un steak, poulet, légumes, pour assurer que j'ai assez de protéines pour m'endurer la matinée. Je pars de chez moi vers 6h15 et ensuite, je m'en vais vers la piscine. Puis, on commence habituellement dans le gym, donc une séance d'entraînement musculaire, des chin-ups, des circuits training et ensuite des exercices de prévention de blessures. Ensuite, on rentre dans l'eau pour un warm-up, donc des longueurs de natation. Ensuite, un warm-up technique dans l'eau où on se met à l'envers, on sent plus notre ligne, puis ensuite, on embarque dans nos routines. Je suis dans l'eau jusqu'à midi. Ensuite, une pause de 1 heure habituellement pour le lunch. Puis après ça, on rembarque dans l'eau pour faire les autres routines qu'on n'a pas encore faites à la matinée. Et la journée se termine vers 4 heures, 5 heures. Ça dépend vraiment à quelle phase d'entraînement que nous sommes dans le quad olympique. Quand je reviens chez moi, avec mon copain a déjà fait le souper, je mets dans mon Normatec, donc des bottes de compression, de bras et de jambes. Je mange mon souper dans le Normatec et j'étudie, même si je prends une année sabbatique, mais j'ai du travail à faire, des courriels et j'étudie pour m'assurer que j'ai quand même le cerveau qui me garde actif avant d'aller me coucher. Bien, Jacqueline, en fait, je la connais depuis très longtemps. Je l'ai vue dans ses débuts lorsqu'elle avait 8, 9, 10 ans. Donc, c'est vraiment une athlète d'exception. Elle est toujours prête à aider les autres. Là, elle nous le prouve aussi avec son retour cette année. Jacqueline avait décidé de prendre sa retraite et a décidé, il y a quelques mois des Jeux, de revenir. Je pense qu'elle aide aussi beaucoup ses coéquipières. Elle est toujours présente pour les autres. Fait qu'on est très fiers d'elle. L'entraînement, c'est toujours avec un accompagnateur. C'est 3 à 4 heures par jour. Puis ça implique aussi la préparation mentale, la préparation physique. L'entraînement en tant que tel, il y a un volume de balles qu'on lance, tout est calculé. On ne peut pas lancer 105 balles dans l'entraînement parce qu'on doit faire attention aux blessures. Je ne dois pas dépasser ou je dois m'orienter toujours à 160 balles, pas plus. Parce que si je dépasse, je rentre dans un territoire dangereux. Vu que tu pousses ton fauteuil toute seule, ça fait travailler tes muscles aussi, lancer des balles. Tout ça, il faut faire attention. Les blessures peuvent mener à des problèmes plus tard, puis à la qualité de l'entraînement aussi. Pour ce qui est de Juliane, je l'ai connue à son arrivée au pays. Évidemment, il fait partie des gens qui, en arrivant au Canada, au Québec, ont eu la chance de découvrir le boccia.
et de faire un sport et de s'apercevoir qu'ils pouvaient devenir un athlète de haut niveau, ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu vivre dans leur pays d'origine, dans son pays d'origine, dans son cas, la Moldavie. Donc, on était très heureux de le rencontrer, de le guider. Et il y a eu autour de lui toutes les équipes d'entraîneurs et les spécialistes qui l'ont accompagné, qui ont fait de lui un grand athlète. Pour moi, une observation importante et des choses à considérer, c'est comment leur quotidien est exigeant tout autant que leur entraînement et la discipline que ça leur prend pour s'entraîner. Bien, ils en ont besoin dans le quotidien. Sortir du lit, s'habiller, aller à la toilette, avoir des amis, s'occuper de nos enfants, parce que Julian, c'est un papa, bien, ça demande la même chose que tous les parents, mais moi, je dis honnêtement un peu plus. Et c'est aussi important que le sport aide à faire la vie quotidienne et que la vie quotidienne demande la discipline qui amène au sport de haut niveau. C'est pas tout le monde qui peut être financé pour la compétition. On a un financement limité. Le plus difficile pour nous, c'est qu'il faut que tu ailles chercher du financement pour payer tes accompagnateurs. Et ma mère qui travaillait 3 jobs pour pouvoir financer ce que je fais, c'était rendu difficile. C'est clair que l'aspect financier pour les sports amateurs, je dirais que j'aime pas ça dire sport amateur parce que je me considère quand même professionnelle parce qu'on fait quand même ça à temps plein, mais en même temps, on n'est pas payé aussi bien que les sports professionnels. On a des brevets octroyés par Sport Canada, c'est de l'argent gouvernemental. Aussi, le financement avec Judo Canada, c'est pas tout le monde qui peut être financé pour la compétition. On a un financement limité, puis si tu veux pas, c'est la crème de la crème qui sont financés. Donc, j'en vois beaucoup qu'en plus que le brevet est limité, ils doivent payer aussi tous leurs voyages, puis les frais de voyagement commencent à coûter cher. Donc, c'est rare que tu vois ça dans les sports professionnels, autant de dépenses et pas assez de revenus pour être capable de tout payer ça. Là. Au début, tu dois t'investir financièrement. Et comme tous les athlètes, je pense, comme dans tous les sports. Mais plus difficile pour nous, c'est qu'il faut que tu ailles chercher du financement pour payer tes accompagnateurs, les gens qui vont t'accompagner. Comme moi, quand j'ai commencé, c'était pas ma femme qui s'est investie de venir m'accompagner, donc il fallait que je paye quelqu'un qui venait avec moi à l'entraînement chaque fois. Je paye de mes poches vraiment mes accompagnateurs. L'équipement au boccia aussi, surtout pour les BC3 qui doivent s'acheter quasiment une rampe, par exemple pour eux, c'est encore plus compliqué, ça peut coûter 2, 3, 4, 5 000 une rampe. Plus les balles qui coûtent, ça peut coûter jusqu'à 70, 100 $ une balle. Donc, imagine-toi 12 balles, 13 avec le cochonnet, c'est quand même... Puis tu peux pas t'acheter juste 12 balles ou 13, il faut que tu en achètes plus pour avoir des backups. L'équipement au sport, c'est dispendieux. C'est clair que les bourses nous aident beaucoup. On reçoit habituellement un courriel qu'on peut appliquer pour être éligible aux bourses Alliance pour études. Puis justement, Alliance pour études, ils m'ont beaucoup aidé au cours de ma carrière pour être capable de concilier le sport et les études. Pour moi, c'est très important parce que le sport, on peut pas faire ça toute la vie, puis on n'est pas payé autant que des athlètes professionnels, c'est qu'on finit pas avec assez d'argent pour prendre notre retraite après. Donc, il faut quand même préparer notre retraite de judo. Parce qu'un sport, surtout de haut niveau, ça prend vraiment le financement. Puis mes parents, à un moment donné, ma mère qui travaillait 3 jobs pour pouvoir financer ce que je fais, c'était rendu difficile. Donc, vraiment, tout ce qu'ils font pour les athlètes, non seulement une support financière, mais aussi le sport en termes de conseillère aussi, pour nous encourager de rester dans le sport. Sans eux, honnêtement, je crois vraiment pas que je serais ici aujourd'hui. Au sujet de l'Alliance Sport-Études, de façon spécifique, là, ce que ça peut donner concrètement de faire partie de l'Alliance quand on est un étudiant athlète, mais c'est vraiment du soutien dans le quotidien des étudiants athlètes, c'est-à-dire d'avoir un horaire adapté à l'horaire d'entraînement, d'avoir la collaboration des profs quand on s'absente pour des camps d'entraînement, des compétitions, des choses qui arrivent souvent quand on est athlète de haut niveau. D'avoir accès à des cours à distance. Donc, c'est vraiment un programme spécifique pour les athlètes de haut niveau pour les aider à l'école. L'Alliance Sport-Études, pour moi, était vraiment quelque chose de crucial pour moi à travers toute ma carrière, dès que j'étais jeune, même jusqu'à maintenant aux Jeux olympiques, pour pouvoir concilier mon sport et les études en même temps. Pour moi, c'était jamais un choix qu'il fallait que je fasse entre le sport et les études. C'était toujours non négociable de faire les deux en même temps. Et vraiment, l'Alliance était là pour m'assurer que j'étais capable de concilier les deux en même temps. Donc, un grand merci à l'Alliance Sport-Études pour ce qu'il fait pour les athlètes. Jacqueline Simoneau, c'est vraiment impressionnant dans l'ensemble de son parcours, comment elle a pu être marquante, pas seulement comme étudiante athlète, mais c'est une personne aussi qui est très, très impliquée.
On essaie de changer le discours par rapport aux étudiants athlètes, de dire que c'est pas des super-héros. Mais pour Jacqueline, c'est difficile de ne pas dire ça parce que, oui, étudiante exceptionnelle, athlète exceptionnelle, qui prend une pause de 2 ans du sport, qui revient et qui est championne du monde, impliquée auprès du COC, du Comité international olympique, de World Aquatics également. Donc, Jacqueline, on se demande, il y en a combien? Est-ce qu'elle a des clones? Parce que pour réussir à ce niveau, dans autant de domaines, c'est vraiment exceptionnel. Les Jeux olympiques de Rio étaient extraordinaires. Mes premiers Jeux olympiques, la première fois que je voyais les anneaux olympiques sur le bord de la piscine. Je peux pas vraiment décrire le sentiment de fierté quand tu arrives aux Jeux. Quand j'ai découvert le boccia, c'était un nouveau monde. C'est complètement. J'ai jamais fait du sport dans ma vie. Fait qu'après un an, aller aux Jeux, je pense que je n'étais pas dans le même nuage que les autres. Je dirais que quand j'étais jeune, je pensais pas tant aux Jeux olympiques. Je pensais plus atteindre le plus haut niveau que je peux dans le sport ou aller le plus loin que je pouvais. Je me mettais beaucoup d'objectifs à court terme. J'ai commencé à faire des voyages internationaux, à faire des compétitions internationales. J'étais quand même encore jeune quand j'ai commencé en fait à faire des compétitions qui étaient dans la sélection pour les Jeux de Rio en 2016. Je pense pas que je faisais les compétitions nécessairement pour absolument me sélectionner, mais ça l'a donné justement qu'au début de la sélection, j'ai gagné 3 grands tournois, une Coupe du monde en Amérique du Sud en premier, un Grand Prix en Mongolie, puis le Grand Slam en Russie, tout à la suite de l'autre. Ce qui m'a un peu propulsé dans la sélection pour les Jeux de Rio en 2016. Les premiers Jeux, il dirait que je voyais comme je savais que j'étais capable de faire un résultat aux Jeux. J'avais fait des super bonnes performances. 5e au championnat du monde, 5e au Masters. Je me voyais embarquer sur le podium aux Jeux de Rio en 2016, mais malheureusement, j'ai perdu au premier tour. Et je pense que ça a été une grosse déception. Puis encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore de la misère à regarder ce combat-là que je perds. Surtout que ça a été un combat serré. J'ai perdu avec juste une pénalité. Et j'ai beaucoup mis l'emphase sur le résultat et non assez, je pense, sur le processus de m'entraîner pour aller au jeu, puis en fait, avoir du fun, m'amuser. Puis j'ai sous-estimé, je pense, beaucoup le stress qu'amenait un événement qui se passe à tous les 4 ans. Pour moi, les Jeux paralympiques de Rio en 2016, j'étais quand même un jeune athlète. Ça fait pas beaucoup d'années que je joue au boccia. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Je peux pas vraiment décrire le sentiment de fierté quand tu arrives au jeu, puis tu rentres dans le stade, puis des 1000 personnes qui encouragent. À Rio, j'ai pas eu beaucoup des objectifs au niveau de mon performance. C'était vraiment une expérience d'apprentissage. Mais quelle belle expérience! Les Jeux olympiques de Rio étaient extraordinaires. Mes premiers Jeux olympiques, la première fois que je voyais les anneaux olympiques sur le bord de la piscine et la première fois que j'habitais dans un village olympique avec des athlètes qui sont le meilleur de leur pays, le meilleur dans leur discipline, qui ont partagé tout quelque chose en commun. Ce qui était vraiment un filet extraordinaire de pouvoir partager cette expérience-là avec une de mes plus grandes mentors, Karine Thomas, ma 18 en ce temps-là. Et c'était vraiment une expérience mémorable pour moi. Nous avons classé dans les finales aux Jeux olympiques de Rio, donc on est arrivé, je crois, 7e, qui n'est pas vraiment la meilleure résultat pour nous, je vais avouer. On était quand même sur le podium à travers les Coupes du monde, mais notre préparation avant Rio, c'était pas l'idéal non plus. L'équipe, malheureusement, s'est pas qualifiée. On a mis beaucoup notre effort pour qualifier l'équipe et un petit peu moins sur l'épreuve de duo, qui était le seul événement olympique dans ce temps-là à Rio. Donc, pour nous, les performances n'étaient pas l'idéal, mais on a vraiment fait le meilleur dans le pouvoir pour représenter le Canada. Et on demeure quand même fiers de nos performances parce qu'on a beaucoup appris à travers tout ce cheminement-là aussi. Rio 2016, je venais juste de commencer le boccia, rejoindre l'équipe en 2015. Donc, tu peux t'imaginer, après un an, aller au jeu, là, c'était vraiment... Parce que pour moi, quand j'ai découvert le boccia, c'était un nouveau monde. C'est complètement... J'ai jamais fait du sport dans ma vie. Fait qu'après un an, aller au jeu, je pense que je n'étais pas dans le même nuage que les autres. J'ai eu du plaisir. Fait que c'était... Il n'y avait pas des gros aussi objectifs envers moi. Mais étant donné que l'équipe était qualifiée, je suis allé aussi comme membre de l'équipe. J'ai joué juste un match, quasiment. Mais tout le monde
sait qu'il y a des choses qui sont arrivées, là, le COVID. Comment gérer le mindset d'une équipe qui espérait tellement d'aller aux Jeux olympiques, puis à un instant, c'était annulé. Tous les tests qu'on a faits, je peux pas les compter. J'en ai trop fait des tests de COVID en route pour les Jeux de Tokyo en 2020. Pour la deuxième fois, quand on est allé à Tokyo, c'était bien sûr différent parce que j'ai fait un cycle au complet de 4 ans d'entraînement, préparation. Et puis, à cause de la COVID, on sait tout le monde, ça nous a affecté aussi. Mais on était prêts pour cette compétition. Il y avait beaucoup de comment ça va être, masques, désinfecter les mains, la distanciation. Le prochain quad olympique, ou je dirais même les prochaines 5 années olympiques, était vraiment bouleversant. On a commencé le quad et ensuite la COVID a complètement attaqué. Puis pour nous, c'était vraiment un roller coaster d'émotions avec une équipe qui s'entraînait pour les Jeux olympiques pour la première fois. J'étais la vétérante de l'équipe et comment gérer le mindset d'une équipe qui espérait tellement d'aller aux Jeux olympiques, puis à un instant, c'était annulé, où il n'enlèverait pas les athlètes canadiens aux Jeux olympiques. C'était quand même très bouleversant pour notre équipe. J'étais quand même assez déçue après les Jeux de Rio en 2016. Mais je me souviens, mon père était dans les estrades, puis la première chose qu'il me dit, c'était c'est correct, ça l'arrive, regarde devant, puis en Tokyo 2020, ma fille, ça va être tes Jeux, ça va être à toi de performer là-bas. Donc, quand je suis sortie des Jeux de Rio en 2016, j'avais juste un objectif, retourner aux Jeux olympiques pour performer aux Jeux de Tokyo en 2021. Et dans ma tête, je le voyais comme une ligne droite. C'est parfait, je retourne à l'entraînement, je continue à m'entraîner, puis je performe pour me sélectionner pour les Jeux de Tokyo. Mais finalement, il y a eu beaucoup d'obstacles entre les deux Jeux. Oui, c'était reporté un an, mais c'était pas vraiment un bénéfice pour nous non plus. Les installations piscines, aquatiques, les complexes sportifs au Canada, c'était pas l'idéal pour s'entraîner à 2 mètres un de l'autre et la plupart du temps, c'était fermé. Quand nos compétitrices à travers le monde, tout était ouvert pour eux. Donc, on commençait déjà un immense pas en arrière en désavantage. Donc, on a voyagé l'équipe, on a tout déménagé en Europe, à Budapest, le pays natal de notre entraîneur en chef dans ce temps-là, Gabor Sauder. Puis, on a quand même eu la chance de s'entraîner dans un bassin olympique avec 100 de mesures de précaution de COVID. Donc, pour nous, c'était vraiment un gros plus dans ce temps-là. Je pense que chaque obstacle que j'ai vécu entre ces 2 Jeux olympiques-là m'a permis d'apprendre beaucoup de choses pour justement être capable d'aller décrocher ma médaille aux Jeux de Tokyo en 2020. Et premièrement, mon changement de catégorie de poids. Je pense que si j'aurais resté 57 kilos, à force de faire les diètes, les pertes de poids, je performais plus et j'aurais juste détesté le judo et j'aurais arrêté le judo. Donc, je pense que le fait que j'ai changé de catégorie de poids a été la meilleure décision de ma vie. Parce que j'ai retombé en amour avec le judo après. Je me suis amusée. J'avais plus vraiment de diète restrictive à faire. Et j'ai juste été une compétition à la fois pour rembarquer un peu dans la rue du financement et de continuer ma route pour les Jeux de Tokyo. Et finalement, ça a bien été. J'ai fait des performances assez rapidement. J'ai été capable de faire mon nom assez rapidement chez les 63 kilos pour faire ma place au niveau mondial. Et on ne peut pas passer sous silence mon père qui avait eu son AVC entre les deux. C'est mon père qui voulait absolument qu'on fasse un sport quand on était jeune. C'est lui qui était vraiment fier de moi quand j'ai été aux Jeux de Rio. C'est lui qui me dit en 2020, tu vas être capable d'y retourner. Pour lui, le fait que j'aille été à 2 Jeux olympiques puis que j'aille décrocher une médaille, c'est un de ses plus grands exploits, je pense, d'avoir sa fille qui représente le Canada aux Jeux olympiques puis qui a gagné une médaille. Donc, ça a été aussi un certain obstacle que j'ai dû surmonter, puis que mon père n'a pas pu être là aussi aux Jeux de Tokyo. J'ai dédié, je pense, ma médaille aux Jeux de Tokyo à mon père, qui aurait aimé ça être là avec sa fille, même avec sa condition, puis malgré la pandémie, je pense qu'il n'aurait pas pu y aller à cause que c'était trop dur pour lui de voyager. Quand on est arrivé à Tokyo, pour la plupart des coéquipières, c'était vraiment une mission accomplie. Même juste d'arriver aux Jeux sans COVID, pour savoir, oui, on peut continuer, on peut compétitionner sans avoir la COVID, c'est un gros bonus. Mais je vais avouer que les performances étaient complètement différentes que celles à Rio. Les estrades étaient désertées. Il n'y avait personne dans les estrades, dans les gradins, et l'ambiance était complètement différente. En termes de performance, quand on y va performer, oui, à l'entraînement, on donne toujours notre meilleur, mais
Parfois en compétition, ce petit extra-là vient vraiment de l'ambiance, de l'énergie de la foule qui sont là pour nous regarder. Et on n'avait pas ça cette fois-ci, malheureusement, mais on a quand même très bien sorti avec des records performances pour nous, des records en score, 5e mondiaux, très proche de médaille, puis une 6e place en équipe aussi. Donc, on demeure quand même très fiers de nos performances. Je pense que ça a démontré beaucoup de résilience pour les athlètes qui ont été aux Jeux, qui n'ont pas eu le choix de s'entraîner dans des conditions différentes, plus difficiles, de voyager avec des 2 semaines de rester à la maison quand tu reviens de voyage pour être sûr de ne pas propager la COVID. Donc, ça a été tout... puis tous les tests qu'on a faits, je peux pas les compter. J'en ai trop fait des tests de COVID en route pour les Jeux de Tokyo en 2020. J'ai participé aux Jeux de Tokyo. J'étais classée première au monde. Alors, j'ai eu quand même des gros objectifs de gagner une médaille. Nous, on n'a eu aucune compétition avant d'y aller aux Jeux pendant 1 an ou 2 ans. Quand les autres pays, ils ont fait des camps d'entraînement ou des compétitions ensemble. Alors, pour moi, et pour nous, pour toute l'équipe, c'était des Jeux très difficiles. C'était vraiment pas l'atmosphère des Paralympiques. C'était pas si joyeuse. Il y a eu personne pour nous regarder dans les estrades. C'était vraiment comme pas un vrai jeu. J'ai fait les Jeux de Rio en 2016 puis Tokyo avec Antoine. Ça a été quelqu'un qui, on a fait toutes les compétitions ensemble, on a vécu des hauts, des bas ensemble, la pandémie ensemble. Donc, il a toujours été proche de moi dans le judo. Et aux Jeux de Tokyo, en fait, même, idéalement, j'aurais voulu qu'il gagne son combat puis qu'on les deux on aille en finale ensemble. Ça aurait été extraordinaire. Mais il est resté pour me supporter durant la journée. Puis ça m'a vraiment comme fait chaud au cœur qu'il soit là. Puis tu veux pas, on n'avait pas de famille, on n'avait pas de personne. Puis le fait qu'il soit resté pour me supporter, puis qu'il a été dans les estrades, j'étais vraiment contente. Bien, j'étais tout simplement content pour une amie. Catherine, c'est toujours quelqu'un que j'ai senti qui me souhaitait le meilleur. Donc c'était tout simplement, je lui souhaitais le meilleur à moi aussi. Catherine était sur une journée incroyable. On savait qu'elle traversait des choses compliquées. La COVID, c'était compliqué. Les hauts, les bas que toute la COVID et le contexte nous amenaient. Ça a tellement passé vite, mais en même temps, c'était un long combat. Mais les émotions que tu as après... Puis surtout, en fait, quand je me suis retournée puis j'ai vu Sacha sa chaise, j'étais contente, en fait, que ce soit lui qui soit là parce que c'était lui qui m'avait aidé à travers tout le processus entre Rio puis Tokyo, à travers ma perte de poids, à travers, quand mon père avait été malade puis qu'il était à l'hôpital puis je devais compétitionner en Russie, à travers la pandémie. Puis des fois, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de reconnaissance de le travail qu'il a fait en arrière. Parce que sans lui, est-ce que j'aurais été capable d'aller chercher la médaille? Je sais pas. À chaque combat, on faisait des plans ensemble, on appliquait nos plans. Quand j'ai fini puis j'ai gagné, j'étais contente d'avoir gagné avec lui. Malheureusement, la fermeture de l'INS à cause de l'incendie nous a quand même grandement affectés. C'est sûr que pour nous, la fermeture de l'INS, là, 6 mois des Jeux, là, c'est compliqué. Pour toutes les personnes qui s'entraînaient à l'INS, ça apporte beaucoup de changements de dernière minute. Un incendie survenu la semaine dernière force la fermeture des installations du stade olympique. C'est clair que j'étais en voyage récemment où j'ai fait 2 compétitions. Puis durant le voyage, on a eu la nouvelle que l'INS était fermé temporairement pour le feu qu'il y avait eu. Et sur le coup, on s'est tous dit, on va revenir de voyage, puis l'INS va être ouvert. Mais finalement, ça n'a pas arrivé comme ça. Bien, la fermeture de l'INS, là, à quelques mois des Jeux olympiques, c'est certain que ça vient nous lancer une petite balle courbe. Malgré l'imprévu qui est arrivé, là, on a été capable de bien s'organiser puis de tout mettre en place là, pour donner une préparation puis des conditions optimales pour performer, surtout pour les prochains Jeux olympiques cet été. L'impact de la fermeture de l'INS est quand même important. Nous, au niveau de la Fédération du Judo Québec, donc le Centre national nous sert aussi de centre d'entraînement provincial. Alors, nos meilleurs athlètes de la région montréalaise qui sont d'âge secondaire, ils viennent s'entraîner au Centre national de 1 à 3 fois par semaine.
Et donc, la fermeture de l'INS a fait en sorte que ces athlètes-là ne pouvaient plus venir. Alors, heureusement, il y a un nouveau dojo ici qui vient juste de voir le jour, le club de judo Hippon. Alors, on a un superbe dojo là, qui permet de faire des entraînements, mais ça cause beaucoup de réorganisation. Et pour les athlètes, autant l'équipe nationale que nos athlètes provinciaux, bien, c'est un déplacement, c'est plus de déplacement pour aller s'entraîner, étant donné que c'est pas au même endroit à Montréal. Malheureusement, la fermeture de l'INS à cause de l'incendie nous a quand même grandement affectés. Il n'y a pas beaucoup de piscines au Grand Montréal qui sont des piscines de dimension olympique, qui sont disponibles, des longues heures d'entraînement de ce qu'on a besoin. Et aussi, ces piscines-là ne sont pas nécessairement équipées avec un staff comme l'INS, avec des physios, massos, nutritionnistes qui nous supportent vraiment de la journée longue. Donc, en termes de dimension de piscine, pour nous, c'est quand même primordial d'avoir des bonnes dimensions, que ce soit en profondeur, en largeur et en longueur, parce que les nombres de mètres qu'on voyage dans une routine, c'est compté, puis ça nous aide vraiment à atteindre un pointage plus haut dans notre sport. Et malheureusement, s'entraîner dans des bassins qui sont un petit peu plus contraints, ça nous affecte grandement sur la scène internationale et même aux Jeux olympiques. Alors, c'est sûr qu'au départ, ça a été beaucoup de remaniement pour trouver des heures de piscine. Et puis, c'est sûr que les athlètes s'entraînent de nombreuses heures. Alors, évidemment, c'est du précieux temps pour le transport, mais elles sont choyées. Elles ont trouvé donc des piscines. Déjà, on est chanceux de pouvoir s'entraîner en vue des prochaines compétitions. On a l'équipe nationale, mais il y a 20 athlètes qui s'entraînent normalement au centre. Donc, on a 2 équipes nationales. Donc, là, on a des athlètes qui s'entraînent pour les Olympiques, principalement, mais il y a d'autres athlètes qui sont avec eux au centre. Donc, ça impacte ces 2 équipes-là, la fermeture du stade. Je pense qu'évidemment, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour personne, je pense. Nous, notre Sortie Québec, on a prêté du matériel. Fait que je pense qu'il y a eu comme une belle collaboration. Et là, bien, l'ouverture du parc Jean-Drapeau et le beau temps qui arrive, bien, ça nous permet de pouvoir les aider à mieux se préparer. Mais c'est sûr qu'à quelques mois des Jeux, c'est pas la préparation qu'on souhaiterait, mais je pense qu'ils sont très en mesure de s'adapter puis ça fonctionne très bien là, pour leur préparation en vue des Jeux. Le fait qu'on ne s'entraîne plus à l'INS, au stade olympique, malheureusement, ça nous affecte un peu, ça nous a affecté un petit peu le rythme. Parce que moi, ça m'a coupé dans mon rythme, ça m'a coupé 2 jours. On aurait dû voir où on s'entraîne, qu'est-ce qu'on fait, parce que j'avais déjà dans ma routine, j'ai 2 journées d'entraînement par semaine à un autre endroit. Parce que c'était important la surface sur laquelle on s'entraîne. Car ici, au défi sportif, on s'entraîne sur une surface qu'on n'a jamais jouée à l'international. Peut-être juste à Kansas en 2018, et puis au championnat canadien à Ville du Québec il y a 3 ou 4 ans. Donc, ce n'est pas une surface qu'on connaît, qu'on joue souvent. Donc, on a eu la chance de venir ici s'entraîner juste avant la compétition. Je dirais, ce qui est paru comme un désavantage qu'on a pu l'INS, mais ça a tombé juste avant défi sportif, puis voilà les terrains qui sont ici, puis ils nous ont accueillis, ils nous ont acceptés. Parce que sinon, je ne pense pas qu'on aurait eu accès ici, à ces terrains-là. Donc, une malchance et en même temps de la chance, tu sais, je le vois comme ça. Bah, c'est sûr que pour nous, la fermeture de l'INS, là, 6 mois des Jeux, là, c'est compliqué. Ça change beaucoup de choses. Il faut qu'on trouve des nouveaux locaux. Donc là, on est vraiment en démarche pour en trouver. On a eu la chance de pouvoir s'entraîner avant le défi sportif à l'Arena Maurice Richard, au centre Pierre Charbonneau, mais ça, c'est du dépannage. Donc là, c'est d'avoir une place où est-ce qu'on, avec les camps de jour, tout ça, l'été, c'est compliqué aussi à Montréal. Puis il faut un milieu où est-ce qu'il y ait de l'air climatisé pour que ce soit vraiment confortable pour les athlètes pendant l'été. Donc on travaille fort là-dessus. Donc non, c'est pas idéal. Puis le boccia, on n'est pas un sport qui est très connu. Donc chaque fois qu'on arrive à une place, il faut justifier qui on est, il faut expliquer qui on est, l'importance d'avoir des locaux. Donc on travaille fort. Puis c'est sûr que les athlètes, ça va aller chercher leur capacité d'adaptation, aussi leur flexibilité. C'est quelque chose qui travaille à l'année. Donc c'est une épreuve de plus avant les Jeux. Mais ça va être correct. Plusieurs petites choses m'ont ramené à la compétition, mais un événement était plus marquant que d'autres. C'était un camp que j'ai donné à Cape Town, en Afrique du Sud, avec leur duo olympique là-bas.
Et j'ai rentré dans l'eau avec eux pour les montrer quelques petites astuces techniques et comment maximiser la pression d'eau. Et j'ai vu que j'étais encore capable de faire le sport. J'avais encore un immense plaisir à le faire. J'aimais ça aider les autres athlètes, mais j'aimais encore ça performer. Donc ça, c'est un plus de pouvoir mijoter l'idée derrière ma tête. C'est plus au niveau de juillet, août, que je me demandais, OK, c'est quoi le processus vraiment pour retourner? Est-ce que faut que je parle à mon école aussi pour voir s'ils sont ouverts à me donner peut-être une année sabbatique, comment ça fonctionnerait, si j'aimerais ça retourner au jeu? Puis c'est vraiment en novembre 2023 que j'ai fait un retour au sport au complet. Donc, l'écuteur, puis Dr. Hu, le directeur de mon programme, qui est un ex-athlète lui-même, m'a dit « C'est correct, va suivre tes rêves pour une dernière fois, prends l'année sabbatique à l'école, l'école va être là quand tu vas revenir, surtout avec la clinique. » Puis je me suis lancée complètement à l'entraînement à temps plein. Après 2 mois et demi de retour dans l'eau, il y avait les championnats du monde pour nous et c'était notre qualification olympique, notre dernière chance de qualifier le Canada pour les Jeux olympiques. Et nos performances, écoute, il y a le système de pointage aussi qui a beaucoup changé, nous a aidés. C'est une manière un petit peu plus objective aussi de juger le sport en termes de degré de difficulté. On a eu les meilleures performances, je pense, de cette quad olympique-là. Écoute, avec des médailles en solo en plus, qui étaient vraiment la petite cerise sur le Sunday, et en plus des billets pour aller à Paris en équipe et en duo. Jacqueline, on part de où? De 13 ans ou de 27 ans? On part de où? Moi, j'ai rencontré Jacqueline, elle avait 13-14 ans. J'ai été son entraîneur individuel à ce moment-là en duo. Et puis, Jacqueline, c'est une athlète qui travaille très fort. C'est un exemple pour ses pairs, pour ses entraîneurs. Elle met de la rigueur dans tout ce qu'elle entreprend. Personnellement, j'ai vraiment déjà tout accompli ce que je voulais dans ce sport-là. Donc, mon objectif personnellement pour Paris, c'est vraiment juste de tout donner à la prochaine génération. C'est une équipe très jeune, donc vraiment de partager toutes les connaissances possibles, de vivre une belle expérience, une bonne culture d'équipe, puis de vraiment les donner tous les outils pour qu'ils soient encore plus équipés pour les prochains quads olympiques. En termes de résultats, c'est pas des choses que je contrôle, mais j'aimerais avoir des performances que je peux sortir de la piscine puis je sois fière de mes coéquipières et moi-même. À Santiago, je suis double médaille d'or. Alors, championne panaméricaine en simple et en double. Alors, cette année de boccia, pour moi, c'était ma meilleure année à date. En individuel, j'ai gagné 3 médailles d'or en ligne. Alors, et en double, on a eu une médaille à presque toutes les compétitions. Alors maintenant, pour les Jeux de Paris, je suis tellement excitée parce que je sais que ça va être un vrai paralympique. Voilà Paris. C'est 4 années, un cycle complet encore une fois, mais sans pandémie, sans d'autres surprises. Donc, c'est des jeux pour lesquels on va dire je me sens vraiment au top, prêt. Puis aussi, si on regarde, j'imagine, si on va aller chercher dans les données, c'est vraiment, je m'en vais à Paris bien préparé avec mes meilleures performances derrière. Donc, on s'attend à des bonnes performances là-bas. On est premier au monde en paire. Il y a sûrement des attentes envers nous de ramener des médailles, puis j'y crois qu'on va le faire parce qu'on connaît tous nos adversaires, puis nos adversaires nous connaissent aussi. Après nous, les meilleurs au monde, c'est la Colombie qui est aussi en Amérique, qu'on a joué en finale pour... et c'est les champions du monde aussi. On les a joués en finale au Parapanaméricaine, puis on les a battus. Bien, on a très bien fini l'année 2023. On est au top du classement en double. Donc, c'est sûr qu'on vise des podiums aux Jeux. Maintenant, c'est les Jeux. On sait comment c'est les Jeux. Il faut avoir ce petit côté de chance au bon moment pour que ça se réalise. Donc, nous, on se concentre à mettre tout en place pour qu'on arrive et que nos performances soient notre meilleures quand on va être à Paris. Au niveau du double BC4, il y a la Colombie, bien sûr, qu'on a battu aux Jeux, mais qui sont aussi numéro 2 mondial. Il y a Hong Kong, qui est un pays très performant dans le BC4 depuis de nombreuses années. On a aussi la Thaïlande, donc au niveau de l'Asie, la Chine, qui n'ont pas fait beaucoup de compétitions, mais qui reviennent fort depuis dans la dernière année. Donc, pas mal ces pays-là sont les pays à surveiller au niveau du double BC4.
Ma mère, elle m'a dit récemment que j'avais fait les Jeux de Tokyo plus pour mon père, puis j'ai dédié ma médaille pour mon père. Mais là, elle m'a dit, là, cette fois-ci, ma fille, tu le fais pour toi, tu le fais pour t'amuser. Puis je pense que je les anticipe, en fait, vraiment pour... Au début, je n'étais même pas sûre si je vais aller continuer jusqu'aux Jeux de Paris. Puis là, maintenant que je suis numéro 1 classement mondial, puis que les Jeux sont dans moins de 4 mois, je suis fébrile. J'ai beaucoup... c'est clair que je veux rembarquer sur le podium puis même aller chercher une médaille d'or au jeu. Mais je me dis que j'y vais pour le fun puis je le fais pour moi. Puis je vais aller m'amuser. Mes bêtes noires, c'est Clarisse Agbenino, pas la Française, qui justement elle a plusieurs titres mondiaux, elle gagne beaucoup de choses. Puis je la trouve que c'est une femme extraordinaire du fait qu'elle est revenue des derniers Jeux de Tokyo, elle a eu un bébé, elle revient de sa grossesse, elle allait encore en compétition. Donc, je la trouve forte de faire tout ça. Je pense qu'elle reste une fille accessible, que je peux être capable de battre. Mais ça serait un combat de très haut niveau que je pense qu'il faudrait tout que je donne pour réussir à la battre. Et la japonaise. La japonaise qui est sélectionnée aussi pour les Jeux, c'est un combat qui serait... assez technique et de très haut niveau. C'est les deux que j'ai seulement en tête pour les Jeux de Paris. Catherine est numéro 1 mondial, connaît une super saison. Je suis persuadé que si Catherine arrive avec une tête bien reposée puis un corps en un morceau, elle est capable de monter sur la plus haute marche. Je pense que Catherine est mieux outillée qu'à Tokyo, a plus d'expérience et physiquement plus consciente aussi de comment elle doit se sentir. Elle se connaît mieux. Donc, je pense que c'est tous des outils qui vont lui être bénéfiques là, aux Jeux olympiques de Paris. Souhaitons que nos athlètes qui sont des modèles de persévérance puissent goûter le bonheur de la victoire lors de leur passage à Paris. Comme les installations olympiques régulières ont été fermées ce printemps, je tiens à remercier en particulier le club de judo Ippon de Montréal qui a tout fait pour rendre ce tournage possible. Au parc Jean Drapeau ainsi qu'à Jacqueline Simoneau et son équipe pour leur collaboration. Soyez-y cet automne pour la prochaine saison de Rendez-vous sportif. Cette émission vous a été présentée par Natation Artistique Québec, fière de contribuer au rayonnement de nos membres. Judo Québec, plaisir, passion, performance. Sport pour paralytiques cérébraux, Boccia Québec, une histoire, des valeurs, audace, collaboration, équité, excellence.